Schopenhauer. Un philosophe et son monde. Une série d'émissions de Lionel Richard. Texte dit par Jean Topard. Mixage Henri Bérec. Réalisation Michel Delforge. En prévision de ma mort, je fais cette confession que je méprise la nation allemande à cause de sa bêtise infinie et que je rougis de lui appartenir. Nous avons laissé Schopenhauer à Francfort, il va mourir et il va devenir célèbre bien au-delà de sa mort. Mais déjà, il faut dire que lorsqu'il est à Francfort, Le Monde comme volonté, comme représentation a connu un certain succès. Ce livre qui n'avait eu qu'une cinquantaine de lecteurs, il l'a retravaillé, il en a donné une deuxième édition et à ce moment-là, il a été reconnu comme un grand livre. Et ce qui nous paraît aujourd'hui curieux, c'est l'influence évidemment de Schopenhauer dans des directions auxquelles on ne s'attendait pas tellement. Alors, par exemple, l'instinct sexuel. Est-ce que la notion d'instinct sexuel a eu des répercussions dans notre XXe siècle, Didier Raymond? Certes, oui, Schopenhauer a été le premier philosophe au XIXe siècle à dire que la sexualité était le moteur de la vie des hommes. Ça n'a pas été plus loin, bien sûr, il n'y a pas d'analyse dans le sens de celle que fera Freud, mais il répète tout le temps, dans Le Monde comme volonté, l'instinct sexuel mène le monde, c'est un feu follet qui nous habite. Et il y a une autre raison, c'est que, puisque le désir est l'essence de l'homme, s'il y a bien une expérience où l'homme ressent bien la toute-puissance de ce désir, c'est dans la sexualité. Et par là même, cette sexualité est en même temps le lieu même de l'expérience de l'absurde pour Schopenhauer. Tout désir, pour lui, ballotte l'homme de la souffrance à l'ennui, puisque quand l'homme n'a pas ce qu'il désire, il souffre, et quand il obtient ce qu'il voulait, il s'ennuie parce qu'il n'y a pas, et c'est une très curieuse théorie, il n'y a pas de temps pour le plaisir. Donc il n'y a jamais de bonheur qui succède au malheur de la privation. Il n'y a pas de bonheur de la plénitude. Et là aussi, il y a eu certaines théories de psychanalyse qui ont dit aussi que Schopenhauer était impuissant. Donc après homosexuel, impuissant, enfin on a... Mais jamais il ne parle de ça, ou rarement. Non, jamais, non. Ni l'homosexualité, ni l'impuissance. Non. Alors cet instinct sexuel, donc les répercussions sur, disons, la psychanalyse sont importantes. Ah oui. Freud, oui, mais encore une fois, l'instinct sexuel, Schopenhauer reconnaît la toute-puissance et en même temps comme l'expérience. Il ne développe rien. Mais il ne développe pas ça. Il dit que ça mène le monde et qu'en même temps c'est l'expérience illusoire par excellence, que les hommes courent après des chimères et qu'ils sont continuellement ballottés par leur désir, et le désir sexuel étant celui qui leur donne le plus de tourments, le plus de désillusions, et dont ils prennent... Et tout cela les détourne de la pensée. Peut-être pas Schopenhauer. Oui, absolument, car le sage est celui qui a renoncé à tous les désirs, surtout la sexualité bien sûr, et qui s'adonne uniquement à la contemplation, où là, pour une fois, l'intelligence est délivrée de la toute puissance du désir, où elle fonctionne pour elle seule et où elle est purement contemplative. Et son influence sur Nietzsche, Dominique Bourrel? On peut dire que Schopenhauer a été pour Nietzsche un des premiers, c'est celui qui l'a éloigné de la philologie pour le faire entrer à la philosophie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage qui a joué le plus grande importance dans la vie du jeune Nietzsche. Pas seul, et un peu quand même, effectivement, parce que c'est le personnage de ses 20 ans, quoi. Et pour Wagner aussi.
il est inséparable de Wagner, Nietzsche. Alors, est-ce que pour Wagner, on a la même influence de Schopenhauer? Erika Thuner, on a dit que le Tristan de Wagner était influencé par les théories de Schopenhauer. Mais je crois sur la pensée de Wagner, il y avait deux grands philosophes qui ont une influence capitale, fondamentale. C'est Feuerbach, d'une part, jusqu'à 1848, ou même un peu au-delà, 50. Et à partir de 1854, c'est incontestablement Schopenhauer, c'est l'année où il lit Wagner, le monde comme volonté et comme représentation, ouvrage qu'il lit en Suisse, au moment où il a connu Mathilde Wiesenthal, il lui parle de cette lecture. Et dans la correspondance de Wagner et dans sa grande biographie intitulée Ma vie, on retrouve les noms de Feuerbach et de Schopenhauer, et chose curieuse, mais tout à fait explicable, on ne retrouve pas des noms aussi connus que ceux de Kant, Fichte, Schelling ou Hegel, n'est-ce pas, qui ne reviennent pas sous sa plume. Alors, Schopenhauer, lorsqu'il le lit, il a presque l'impression de trouver l'expression de sa propre pensée. Et l'influence d'ensemble est capitale, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est une influence qui est peut-être plus difficile à définir lorsqu'on entre dans les détails. Je crois que Wagner comprend à ce moment-là que ce qu'il avait appelé amour était en réalité un produit complexe où se mélangeaient à des degrés divers, bien entendu, deux éléments de valeur inégale, le désir, l'amour instinctif, sexuel si l'on veut, et la pitié. Et pour Tristan et Isolde, pour revenir une seconde à Tristan et Isolde, parce que vous l'avez évoqué, il y a toujours un sentiment d'espérance. Il ne désespère jamais de l'espérance. Georges Arthur Goldschmidt. Wagner et Schopenhauer donnent curieusement beaucoup plus tard le nazisme à travers Heininger et d'autres qu'à travers Nietzsche. C'est très important là, ce que vous dites là, c'est-à-dire que la pensée de Schopenhauer aimant son chien, nous conduit vers le Troisième Reich. Hein. D'une certaine manière, peut-être, c'est l'une des racines, en tout cas. C'est l'une des racines. Le ressentiment, n'est-ce pas ? Le désir d'élimination. On retrouvera l'un des organisateurs de l'extermination des malades mentaux en 1924, le professeur Haber, je crois, était un grand lecteur de Schopenhauer. C'est très important. Erika Thuner. Oui, là j'ouvre une parenthèse, je la ferme aussitôt. On peut toujours utiliser un grand philosophe ou un grand écrivain dans un sens comme dans un autre. N'est-ce pas? Ça a été le cas pour Hölderlin aussi. Oui, mais là, la vue était... Et Hölderlin était une falsification. Une falsification totale. Pure et simple. Berthaud l'a montré. Tandis qu'il y a des pensées de Schopenhauer. Pour Nietzsche, il y a une falsification pour également Nietzsche, voilà, nette, totale. pure et simple. Tandis que Schopenhauer a toujours justement insisté sur le fait qu'il fallait rééditer ses ouvrages comme il les avait lui-même publiés, en respectant jusqu'à la ponctuation. Et il y a effectivement des pensées, il y a une pente peut-être de certaines pensées, bien sûr pas toutes les pensées de Schopenhauer, qui nous dirigent vers ce que des idéologues qui ont préparé plus ou moins le nazisme ont pu utiliser. Didier Raymond. Oui, pour les malades mentaux, en tout cas Schopenhauer est proche de Freud et enfin, quand il avait suivi les cours de Fichte, il avait été très très agacé en entendant Fichte parler des malades mentaux, des fous comme d'êtres bestiaux, ravalés au rang de l'animal. Oui, absolument. Une réaction contre la folie, effectivement, contre l'accusation de folie. Oui, mais il y a aussi déjà une pensée d'élimination qui se prépare à son insu. Schopenhauer a été horrifié
ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Oui, oui, bien sûr. Mais d'abord, c'est un anachronisme total. Hein. Bien sûr. Ce serait ça, Bien un sûr. anachronisme absolu. Mais il y a déjà ces distinctions entre l'inutilité de la vie, au fond. Le lebensunwertes Leben, la vie indigne de vivre, ne vient-elle pas, d'une certaine manière, indirectement, bien entendu. Oui, indirectement de lui. Oui, ça, ce sont je des veux dire. filiations très, très sournoises comme ça. Et... Alors que lui s'assimile aux malades mentaux, comme Goethe aussi, ça, dans Werther. Tout à fait. Oui, c'est justement. Et puis, il y a quand même une vision un peu obscène de l'individu et toute sa conception de l'État est justement pour empêcher les êtres humains de s'entretuer les uns les autres et pour C'est ça. protéger les plus faibles C'est ça. des plus forts, des plus violents, des... Alors les autres aspects de cette philosophie schopenhauerienne dont on a beaucoup parlé au XXe siècle, c'est l'ennui, c'est le pessimisme, un pessimisme métaphysique. Alors, est-ce que certains penseurs et certains écrivains n'ont pas aussi tiré un peu trop Schopenhauer de ce côté-là? On a fait de Schopenhauer le représentant du mal du siècle, Dominique Bourrel. Oui, là, c'est ce qui se passe avec toute grande philosophie. Erika Thuner le disait bien. Il y a une espèce de vulgate qui s'établit, n'est-ce pas, de sédimentation. Et alors, le premier pessimiste qu'on trouve, n'est-ce pas, ça y est, c'est un lecteur de Schopenhauer. Alors, je crois qu'il y a Barrès qui interpelle à la Chambre en 1909 un député en lui disant « Mais c'est encore un lecteur de Schopenhauer, etc. » Il y a des phrases délicieuses, n'est-ce pas, là-dessus. Il commence à nous en-Schopenhauerder, etc. Aussi, des choses comme ça. Donc, c'est quand même un peu, un peu curieux. Et c'est vrai qu'on a par sédimentation comme ça. Mais il est exact que Schopenhauer s'est probablement prêté, plus que de raison. J'ai là encore un autre portrait, encore d'un Français qui est allé le voir, et que je cite, qui est donc Chalemel-Lacour. « Chaque fois que ces paroles me reviennent à la mémoire, un frisson que je connais bien me parcourt de la tête aux pieds, comme si un souffle glacé sortait de la porte du néant. » N'est-ce pas? Alors, on se demande... Ce côté satanique, démoniaque. Voilà. Si Schopenhauer n'a pas effectivement été un peu de connivence, n'est-ce pas, en donnant une fois une image un peu étonnante. Ce qu'on a en soi et qu'on n'ose pas dire. Voilà. Alors, on a effectivement dans l'interprétation française, mais ça, c'est souvent le cas, il y a donc un très bon livre de René-Pierre Collin sur la fortune de Schopenhauer en France, où on a à peu près toutes les facettes, n'est-ce pas? C'est-à-dire la gauche qui le lit, qui l'embrigade, qui le dégermanise après 70, la droite qui s'y réfère, et puis... toute la génération symboliste qui a lu, vous avez cité Barrès, mais évidemment, toute cette génération a lu avec passion Schopenhauer, et on retrouve par exemple Maupassant dans l'exaltation de l'instinct sexuel, dans son antiféminisme également. Oui, je crois que ça c'est incontestable, mais peut-être que 20 on a lu 20 éditions de la traduction du monde comme volonté et comme représentation. Il faut quand même voir ce que c'est. C'est un gros livre qui n'est pas tellement amusant à lire, n'est-ce pas? Et 20 éditions, il y a quand même bien des gens qui étaient là pour les acheter, quoi. Sinon, on les aurait pas faites. Mais peut-être qu'on l'a lu aussi parce qu'il est compréhensible. Excusez-moi, voilà. Oui, mais ce n'est pas... Et il a la beauté aussi, du style. Voilà, voilà, et il a style, aussi un des côté préorientations. qui est paradoxalement, c'est pour ça que c'est un homme très original, qui est paradoxalement très Aufklärung, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, moi, je veux pas tenter d'expliquer le monde, je veux simplement qu'on essaye de s'orienter. Et ça, c'est qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, n'est-ce pas? C'est-à-dire à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à essayer de vivre au jour le jour, à essayer de s'arranger avec ses pulsions, avec sa volonté, etc. C'est très curieux. Il y a des pages extrêmement violentes contre une expression qui traduirait une pensée qui n'est pas claire. Et au fond, on retrouve Descartes. Et il faut absolument s'exprimer clairement si l'on pense bien. Erika Thuner. Parce que vous avez reparlé du pessimisme de Schopenhauer tout à l'heure, et que ce pessimisme a eu une influence tellement considérable sur les plans littéraires, c'est ce que je trouve fascinant. Oui, je il n'y a pensais à aucun Thomas philosophe. Mann, bien Il y a sûr. Thomas Mann. Il y a dans les Buddenbrock, Thomas Mann a lu Schopenhauer très jeune, Wagner était beaucoup plus âgé. Tout le courant qui vient de voilà. l'esthétisme fin de siècle Voilà. a lu abondamment Schopenhauer et s'y est retrouvé. Et chez Thomas Mann, dans les Buddenbrock, vous avez Thomas Buddenbrock qui se Problème du nourrit déclin, des lectures de Schopenhauer, du pessimisme de Schopenhauer. Et ce qui a joué aussi un rôle capital pour Thomas Mann, c'était la théorie de la musique de Schopenhauer. Non seulement Wagner, mais Thomas Mann aussi était influencé par cette théorie. Et là, je rappelle quand même ce magnifique passage du monde comme volonté et représentation, où Schopenhauer met la musique, il la place très très haut. C'est vraiment le sommet des arts. Pourquoi? Je vous rappelle le passage, il dit la musique, elle va au-delà
des idées au sens platonicien du terme, n'est-ce pas? C'est le seul des arts qui va au-delà de ces idées et il poursuit ensuite. Elle n'est pas comme les autres arts une reproduction des idées, mais une reproduction de la volonté, au même titre que les idées elles-mêmes. C'est pourquoi l'influence de la musique est plus puissante et plus pénétrante que celle des autres arts. Ceci n'exprime que l'ombre dont elle parle de l'être. Il y a le philosophe qui a placé la musique aussi haut, et Thomas Mann a hautement apprécié ces idées. Didier Raymond, vous avez aussi conscience d'une influence, vous, du côté des philosophes? Parce que c'est incontestable, philosophe français ou étranger, c'est incontestable qu'il y a eu une postérité de Schopenhauer dans le domaine littéraire. Pour les écrivains français, c'est évident. Pour Thomas Mann, c'est évident. Même pour Heinrich Mann, d'une certaine manière, toute la première partie de la période créatrice de Heinrich Mann. Est-ce que pour les philosophes, on a une postérité de même importance et de même nature, aussi bien en Allemagne qu'en France? Non, il ne me semble pas de même importance. Bergson a bien lu Schopenhauer. Donc c'est une influence du côté des stylistes, parce qu'on dit aussi que Bergson, évidemment, insistait sur la qualité du style. Renan aussi a beaucoup lu Schopenhauer, je pense, hein, Dominique Bourdet. Oui, il a été quand même très Renan, influencé Taine, aussi par etc. Taine aussi, oui. Oui, tous les écrivains, la deuxième partie, pratiquement tous, enfin aucun n'échappe à la lecture. C'est très frappant parce qu'il y a des bons livres d'ailleurs sur Schopenhauer qui ont été publiés en France. Enfin, on pense à celui de Ribot, de Ruijsen, etc., de Brunetière. C'est curieux. Enfin, il y a 4 ou 5, 6 gros livres, grosses thèses avant 1920 sur Schopenhauer qui font autorité, enfin qui sont remarquables. Parce que ça se traduit parfaitement. Voilà, absolument. Il écrit en européen, cette admirable langue. Et puis alors Schopenhauer a beaucoup aidé, notamment en France. On pouvait le jouer contre quelqu'un d'autre. Quand on l'a joué contre Cousin, on le jouait contre Hegel. On le tirait du côté des spiritualistes, au contraire on le tirait avec et contre. On voit bien que c'est une pensée tellement protéiforme qui peut se jouer politiquement, enfin sans aucune difficulté. L'obscurité du style est toujours un symptôme fâcheux, car elle est le signe d'une pensée vague qui est elle-même le résultat d'une réflexion débile et incohérente. Ce qui est nettement conçu trouve toujours son expression appropriée. Tout ce qui peut entrer dans le cerveau d'un homme peut aussi se traduire en termes clairs et non équivoques. Ceux qui parlent en phrases obscures et enchevêtrées prouvent seulement qu'ils ne savent pas bien ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont qu'une conscience obtuse d'une pensée qu'ils voudraient atteindre. Souvent aussi, ils ne cherchent qu'à se dissimuler à eux-mêmes et à dissimuler aux autres qu'ils n'ont au fond rien à dire. En conclusion, Schopenhauer revient d'actualité par le bicentenaire. Est-ce qu'il en avait perdu de cette actualité ou pas? Didier Raymond. Bon, peut-être un petit peu en France, Sartre fait allusion à Schopenhauer, reconnaît l'avoir lu, mais jusqu'à nos jours, personne n'a reconnu que tout le grand courant existentialiste, que toute la pensée de l'absurde était sortie de Schopenhauer, qu'il avait été le premier à casser le rationalisme, à s'opposer aux philosophies de l'histoire, quelles qu'elles soient. C'est un destin curieux. Il est là tout le temps et jamais vraiment reconnu. Jamais reconnu, jamais avoué à travers les emprunts que l'on peut lui faire. Est-ce que ce n'est pas, Georges Arthur Goldschmidt parlait tout à l'heure de l'influence sur la pensée qui ensuite va être rattachée à l'idéologie nazie. Est-ce que ce n'est pas le fait que Schopenhauer est hostile aux idées de progrès et que finalement toute sa conception de l'ennui débouche
sur le néant, sur rien. Dominique Bourrel. Oui, il y a une pensée profondément tragique, je crois. Il y a une pensée abyssale. Il dit d'ailleurs toute la philosophie ne sert qu'à préparer la fin du monde. Donc l'améliorer n'a aucun sens. Absolument. Aujourd'hui, en République fédérale d'Allemagne, on a cette attitude à l'égard de Schopenhauer, c'est qu'il représente le négateur complet. Maupassant disait de lui que c'était le saccageur de rêves. Et cette réticence que l'on a en République fédérale, qui a justement mis l'accent depuis une vingtaine d'années sur le progrès matériel, sur la manière dont on pouvait changer matériellement le monde, eh bien, fait qu'on rejette la pensée de Schopenhauer comme passéiste, comme, disons, d'une certaine manière réactionnaire. Ce qu'elle est, oui. Georges Arthur Goldschmidt. Mais en ce sens, elle est à la fois réactionnaire et aussi très curieusement proche de Flaubert, dont le Bouvard et Pécuchet est peut-être une apologie formidable et géniale de la bêtise, n'est-ce pas? Mais au sens où Schopenhauer la voyait. Ce serait intéressant de savoir si Flaubert a lu les dates pouvaient tout à fait le rendre possible. Puisque oui, il avait lu les pensées et fragments de Bourdeau. Quelle connerie, disait-il, n'est-ce pas? Hein, il y a une très profonde relation entre Schopenhauer. Mais disons que Flaubert, Schopenhauer prend un côté absolument démentiel, extraordinaire. Bouvard et Pécuchet est en apothéose de la bêtise. Ça, le plus grand livre peut-être de l'histoire de l'humanité en un certain sens. Hein. Mais vous savez qu'en marge de Bouvard et Pécuchet, dans le manuscrit, il y a des citations de Schopenhauer. Ah oui, tiens. Oui. Tiens. Il le lisait, à ce moment-là, il le découvrait à travers les pensées et fragments de Bourdeau. Tiens. Et je crois qu'à un moment, Bouvard et Pécuchet sont attirés par le bouddhisme. Il me semble qu'il y a une période bouddhiste. Oui. Alors là, Schopenhauer, Flaubert se réfère à Schopenhauer. Oui. Et le progrès, vous avez raison, bien sûr, la haine du progrès. Là. Est-ce que justement la pensée de la mort ne favorise pas l'inaction? Dominique Bourrel. Oui, mais enfin, d'un autre côté, on a bien vu qu'il était persuadé que son heure allait arriver. Donc il y a une espèce de côté comme ça, de certitude de soi, n'est-ce pas, en disant, de toute façon, je vais avoir des lecteurs, mes théories vont être enseignées à l'école, les enfants vont me lire, etc. Il y a donc effectivement un côté très contradictoire, vous l'avez dit tout à l'heure, dans cette manière d'écrire et d'entasser comme ça des manuscrits, si tout ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça que je pense que c'était pas tout à fait son message. Et quand Sartre dit que la vie est une passion inutile, ça c'est très schopenhauerien. Didier Raymond. Oui, c'est une pensée une pensée sans joie, sans. Enfin, il y a derrière un paradoxe entre le tempérament de Schopenhauer, sa personnalité très finalement assez enjouée, assez heureuse, et une philosophie désespérée. Et Nietzsche, par contre, toujours malade, toujours souffrant et développant une philosophie de la joie. C'est très curieux, ces deux penseurs. Le gai savoir, alors que ce n'est pas un gai savoir chez Schopenhauer. Et Schopenhauer qui pète de santé. Schopenhauer c'est très bien ce que vous dites, c'est tout à fait ça. Schopenhauer pète de santé. Il aime la vie, ça déborde à toutes les pages. Oui. Mais il mangeait très bien, paraît-il, quand il était installé à Francfort. Absolument, il fréquentait des restaurants, etc. Adorait la vie et se croit obligé d'une espèce d'hypocrisie qui peut être un échec philosophique. C'est ressenti profondément. Oui. Pourquoi hypocrisie? Oui, disons, une hypocrisie intellectuelle qui est un échec de sa propre pensée. On peut prendre plaisir à manger et à boire, et tout en ayant conscience de l'ennui. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, méthodologiquement, quelque part, une faille dans sa pensée? Il y a comme dans cette philosophie une seule chose, il y a quand même l'art qui est la seule thérapeutique, le seul salut, le seul moment où l'homme dit oui à la vie. C'était Arthur Schopenhauer, le philosophe et son monde, une émission proposée par Lionel Richard en 1988.